on peut rappeler que chacun est porteur en lui d'une image idéale de soi qui va être perturbée lorsqu'on est touché par le deuil. Mais il y a cette force naturelle, l'homéostasie, qui va m'amener à reconstruire cette image idéale. Et cette force qui exprime la loi du vivant recherche non seulement l'équilibre, mais aussi la croissance de l'être. Au début du deuil, on perçoit comme une sensation réelle de mort ou de non-vie, ce qui rend difficile le ressenti d'appel à la vie. Mais tout le chemin parcouru va nous conduire à cette spire de la présence intérieure qui parle d'une forme de sérénité, et où se concrétise une sorte de bascule, justement entre la force du désir de mort ou de non-vivre et celle du désir de vie. La crise d'identité a développé, grâce à l'enracinement de plus en plus profond de la perception de soi, la capacité à faire face au changement. Et dans ma reconstruction, cette capacité à faire face au changement va m'apporter une forme de sérénité. Ce qui ne veut pas dire que je vais voir disparaître la souffrance de la séparation, mais je découvre ma capacité à la contenir, et surtout ma capacité à retrouver ou à rester dans le flux de la vie. C'est-à-dire que je vais donner moins de place à ma souffrance en donnant plus de place à la vie. Et puis peu à peu, j'ai la perception de croissance qui me fait ressentir que je suis plus qu'avant, et que je deviens capable de me risquer à recréer des liens, à vivre des choses sans avoir peur de les perdre à nouveau. Que je peux le faire sans penser qu'en vivant cela, je ferai mourir une seconde fois mon proche qui est décédé. J'en arrive même à lui rendre hommage et à dire « Je suis devenu qui je suis grâce à lui ». Et pour bien comprendre cette transformation vers la présence intérieure, on peut la représenter à travers le symbole des cercles. En effet, la notion de lien parle de la rencontre de deux êtres qu'on représente par deux cercles, où chacun est constitué de richesses, de qualités, de défauts différents et personnels. Ces deux personnes se sont rencontrées d'une manière ou d'une autre, et la vie a fait que s'est construite entre eux une relation, d'où s'est créé un lien commun. Et ce lien est constitué d'une partie de l'un et d'une partie de l'autre. On imagine bien et on comprend très vite que plus le lien va être fusionnel, plus le lien va prendre de la place. Et au cours de l'existence arrive un moment où ce lien va se rompre, où il va y avoir dissociation à l'occasion d'une séparation, d'un décès, etc. Quand l'histoire s'achève, eh bien le lien est rompu et donc tout ce qui était commun dans le lien va disparaître. C'est-à-dire qu'il y a non seulement l'autre qui est parti, décédé, mais il y a une part de moi qui part avec. C'est ce qui explique l'idée récurrente chez les personnes en deuil de ce ressenti d'une notion d'amputation d'une partie de soi, en particulier après le décès d'un conjoint ou d'un enfant. Et cette notion d'amputation est bien sûr d'autant plus présente que le lien était fusionnel, donc très important. Par la suite, il va donc falloir, dans un premier temps, reconnaître et éprouver la perte de l'autre, mais aussi d'une partie de moi-même. Ça va passer par un travail de mémoire, en repassant le passé, en revisitant le vécu commun. C'est ce travail qui va m'amener dans des questionnements de la crise d'identité et qui peu à peu va me permettre de me retrouver, de me reconstruire dans ma souveraineté. En effet, à la sortie de la crise d'identité, je vais pouvoir réintégrer des éléments du lien que j'avais avec le défunt, que je juge bon pour moi. Des choses que je faisais avec lui, que je vais peut-être faire même s'il n'est plus là. Peut-être par exemple reprendre une activité que j'avais avec lui dans une association, ou peut-être aller marcher en forêt, ou faire du vélo comme nous faisions ensemble, etc. Certaines personnes ne vont pas pouvoir car elles jugent que c'est trop dur, que ce n'est pas bon pour elles. Mais peut-être que moi, je vais réintégrer ça parce que je pense que c'est bon pour moi. Je vais pouvoir aussi réintégrer des choses qui faisaient partie de ma vie avant l'arrivée de cette personne dans mon existence. Maintenant qu'elle n'est plus là,
eh bien je vais peut-être pouvoir le réintégrer parce que j'ai plus de temps, ou parce que lui ou elle n'aimait pas cela, alors que moi j'aurais bien aimé le faire. Ou alors que le temps consacré au lien avec lui ne me le permettait pas, etc. Peut-être que maintenant je vais pouvoir réintégrer des choses aussi que j'avais abandonnées, ou revoir des personnes avec qui je n'avais plus de contact. Et puis le fait d'avoir traversé une période de chaos incommensurable, d'avoir été dans le vide de sens absolu, eh bien peut-être que ça va avoir éveillé des envies ou des besoins, des aspirations à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Et que maintenant je vais pouvoir intégrer, que je vais pouvoir mettre dans ma vie d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle des potentiels dormants par exemple, qui expliquent parfois que la reconstruction provoque des changements d'orientation majeurs, professionnels, affectifs, etc. On comprend bien en observant tout ça, en observant toutes ces choses dont je me remplis et je me rends compte qu'à l'intérieur de moi, je suis plus qu'avant. Et en même temps, j'ai réintégré une partie de l'autre qui était disparue, avec un lien différent d'avant, mais bien présent tout au fond de moi. Et c'est ça qui fait que, grâce à ce processus, quand la reconstruction va être suffisante, je vais ressentir la notion de présence intérieure. Ça va m'apporter une forme de sérénité qui va me permettre de reconstruire, de me projeter à nouveau, sans avoir peur de tout perdre à nouveau.